au moins 9 adolescents sont désormais inculpés de meurtre, accusés d'avoir participé à un plan terrifiant visant à attirer un autre adolescent sur le chemin d'un individu armé à l'affût. Selon les enquêteurs, toute cette violence et cette tragédie seraient nées d'une dispute au sujet d'une jeune fille. À l'heure actuelle, les noms de 5 personnes inculpées ont été rendus publics. En recherchant les noms les plus récents ajoutés à la liste des suspects, nous avons été stupéfaits de découvrir ce qu'une des adolescentes, désormais accusée de meurtre, avait apparemment publié sur ses réseaux sociaux il y a peu. Sur l'affaire, présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart et j'ai des nouvelles d'une affaire que nous suivons de près depuis la Caroline du Sud. C'est l'histoire poignante d'un groupe de jeunes qui, selon la police, ont comploté pour entraîner un autre adolescent dans une rencontre mortelle. Et cela aurait eu lieu à cause d'un sujet qui, dans le grand schéma de la vie, paraît douloureusement insignifiant, une histoire d'amour adolescente. Cette affaire a pris de l'ampleur et s'est complexifiée depuis notre premier épisode en juin. Au cœur de l'affaire se trouve Trey Wright, âgé de seulement 16 ans. Le 24 juin, la police affirme l'avoir retrouvé sur une route rurale de Caroline du Sud vers 23h30, souffrant de multiples blessures par balle. Avant de vous présenter les détails concernant les nouveaux suspects et la publication Facebook inquiétante de l'un d'eux, revenons sur le déroulement de cette affaire. La police affirme que Devon Rappé est celui qui a appuyé sur la gâchette, mettant fin à la vie de Trey Wright. Rappé cultivait une image de « bad boy » en ligne, son compte TikTok, toujours public, montre des images comme celle où il fait un doigt d'honneur à la caméra, avec la légende suivante « J'aurais préféré qu'on ne se rencontre jamais. J'aurais aimé que tu arrêtes de m'envoyer des signaux contradictoires, mais peux-tu arrêter, parce que j'essaie de mieux connaître ton ami en ce moment ?» Il semblerait que Trey connaissait son meurtrier présumé, ils se suivaient sur TikTok mais ils étaient loin d'être amis. Les autorités affirment qu'ils étaient en désaccord au sujet d'une jeune fille au moment du meurtre. On ignore encore s'il s'agit de Gianna Kirsten Mocker, 17 ans. Mocker aurait été la petite amie de Trey, et la police accuse son meurtre d'avoir orchestré. Le bureau du shérif du comté de Florence affirme qu'elle était au courant de la rivalité entre Trey et Rappé, et qu'elle a conduit Rappé pour rencontrer Trey ce soir-là, sachant qu'il était armé et qu'une confrontation violente risquait de se terminer par une mort certaine. Initialement accusé de complicité avant les faits, Mocker s'est vu refuser la libération sous caution. Mais les accusations ont ensuite été aggravées en meurtre, et elle a depuis été libérée sous caution sous conditions strictes. Le violeur, quant à lui, reste en prison sans possibilité de libération sous caution. Lors de sa première comparution devant le tribunal, il a clamé son innocence, affirmant que 4 autres personnes se trouvaient dans le véhicule avec lui lors des faits. Le violeur n'était pas un inconnu de la justice, il avait été arrêté en août dernier pour complicité de crime ou de meurtre, libéré en novembre et les accusations portées contre lui avaient été abandonnées en février. Cette semaine, 3 autres adolescents ont été arrêtés, Karen Belviso, Hunter Kendall et Sydney Carn, tous accusés de meurtre. Belviso et Mocker auraient fait partie de la même équipe de Pom-Pom Girls du lycée de Myrtle Beach. Selon les mandats d'arrêt, ces adolescents auraient sciemment amené Rappé sur les lieux, sachant qu'il était armé et s'attendant à des violences. Trey Wright connaissait apparemment personnellement ces nouveaux suspects. Ce qui nous a le plus choqué, c'est la publication en ligne de l'une d'elles. Le 25 juin, au lendemain du meurtre de Trey, Karen Belviso a partagé un lien GoFundMe pour la famille de Trey, écrivant « Si vous pouvez faire un don, tout sera utile. Trey était un de mes amis. Nous sommes profondément touchés. Le connaître, c'était l'aimer. LLT. Ces lettres longue vie à Trey sont depuis devenues un cri de ralliement parmi ceux qui cherchent à obtenir justice pour sa mort. L'avocat de Belviso insiste sur son innocence, déclarant « Elle n'est coupable de rien. Elle a parlé à la police. Je suis choqué qu'elle ait été inculpée. Je défendrai cette affaire avec toute ma détermination. » Belviso et Carn ont été libérés sous caution de $20 000, tandis que Kendall s'est vu refuser la libération sous caution et reste en prison. À ce stade, 9 personnes ont été inculpées en lien avec la mort de Trey Wright. Les autorités n'ont pas encore dévoilé les noms des autres suspects. L'avocat spécialisé dans les droits civiques et la défense pénale, Tyler Bailey, a donné son avis, qualifiant l'affaire de tragédie et soulignant que la doctrine juridique de la Caroline du Sud, les mains de l'un, les mains de tout, souvent utilisée dans les crimes liés aux armes à feu ou à la drogue, a rarement été appliquée à une affaire de meurtre avec autant de jeunes accusés. Il semble également que ce soit un moyen pour les autorités locales et le bureau du shérif de lutter contre la violence juvénile, envoyant un message clair aux jeunes, adolescents et enfants à l'occasion de la rentrée scolaire, n'aidez personne qui possède une arme à feu et s'apprête à se lancer dans une altercation.
Dans cette affaire, 9 jeunes, certains adolescents, d'autres âgés de 18 ans ou plus, auraient aidé l'accusé à atteindre la victime, qui a tragiquement perdu la vie. Sur ces points, la situation semble inédite. La caution semble également anormalement basse, compte tenu de la gravité des accusations. Il s'agit d'accusations graves contre de jeunes accusés, mais le montant de la caution ne reflète pas la gravité du crime. Il semble donc qu'il s'agisse d'une stratégie des forces de l'ordre visant à impliquer toutes les parties dans l'affaire et à négocier éventuellement des accords de plaidoyer ultérieurement. À notre connaissance, plusieurs suspects ont déjà été libérés sous caution de $20 000, tandis que le tireur présumé, Déon Rappé, est toujours détenu sans caution. Pour que les procureurs puissent poursuivre les complices en justice, ils devront prouver qu'ils savaient que Rappé se rendait sur les lieux avec l'intention de commettre un meurtre et qu'ils l'ont aidé en sachant cela. Ils doivent démontrer que les complices savaient qu'il était armé, qu'une altercation était imminente et qu'ils l'ont quand même aidé, prouver l'intention avant le crime, ce qui est bien plus difficile que prouver la complicité avant le fait. Dans ce dernier cas, il suffit de prouver qu'ils ont fourni une assistance en connaissance de cause, tandis que prouver la pleine participation à un meurtre exige la preuve d'une intention partagée. C'est ici que l'affaire devient particulièrement complexe. Par exemple, Gianna Kirsten Mocker, qui serait la petite amie de la victime, a été initialement inculpée de complicité avant les faits. Les forces de l'ordre pensent qu'elle a orchestré les événements sachant que Rappé était armé et en conflit avec Trey Wright en les associant, ce qui a entraîné la mort de Wright. Son inculpation a ensuite été requalifiée en meurtre, ce qui nécessite de prouver qu'elle a activement contribué à commettre le meurtre lui-même. Le shérif a déclaré avoir collaboré étroitement avec le cabinet d'avocats avant de porter cette accusation, ce qui suggère qu'il pense disposer des preuves nécessaires. La complicité avant les faits signifie avoir apporté une aide avant le crime, sachant que celui-ci allait être commis, tandis que la complicité après les faits signifie avoir aidé après coup, sachant ce qui s'est passé. L'accusation de meurtre, cependant, exige de prouver la participation directe à la perpétration du meurtre. Il s'agit d'un obstacle juridique de taille, qui pourrait encore être levé si les preuves ou la stratégie évoluent. Les mandats d'arrêt contre les autres suspects sont similaires à celui de Mocker, ils allaient qu'ils savaient que Rappé avait une arme, qu'il allait affronter Wright et qu'une altercation mortelle était probable. Il existerait également des preuves vidéo, bien qu'elles n'aient pas encore été publiées. La solidité des accusations contre les 8 autres accusés dépend fortement de l'issue du procès de Rappé. S'il était déclaré non coupable ou si l'affaire était classée, il serait quasiment impossible de condamner les autres pour meurtre, puisque les charges retenues contre eux reposent sur la preuve de son innocence. Le principe juridique en jeu ici, main de l'un, main de tout, est généralement appliqué dans des affaires comme le trafic de drogue ou la possession illégale d'armes à feu, où tous les occupants d'un véhicule peuvent être inculpés en cas de découverte d'objets de contrebande. Cette affaire est différente car elle applique ce principe à un meurtre. Les autorités affirment que le seul acte du tireur suffit à impliquer tous ceux qui ont contribué à l'orchestrer. C'est pourquoi cela semble si rare et peut-être risqué, les forces de l'ordre éviteraient de surinculper au risque de perdre la possibilité de poursuivre toutes les personnes impliquées. Le fait que de nouvelles arrestations soient possibles suggère qu'elles estiment disposer de preuves convaincantes, peut-être issues de communications ou d'autres documents, démontrant la préméditation. Il semble également que le shérif utilise cela comme une déclaration de politique publique, une tentative de freiner la violence juvénile, qu'elle soit alimentée par les réseaux sociaux, les SMS ou d'autres canaux de communication qui incitent à des affrontements mortels. Inculper tout le monde de meurtre, plutôt que d'infractions mineures, rend les conséquences inévitables. La tragédie est amplifiée par le fait que tout cela aurait commencé à la suite d'une dispute entre adolescents. Trey Wright n'avait que 16 ans et, de l'avis général, était profondément aimé. Aujourd'hui, il est parti, et les répercussions se font sentir sur les familles, les amis et une communauté endeuillée par une perte insensée. Certains suspects ont moins de 18 ans, mais semblent être inculpés comme des adultes, une approche courante en Caroline du Sud pour des allégations aussi graves. En cas de meurtre, il est presque certain que les mineurs seront jugés comme des adultes. Le parquet a le pouvoir discrétionnaire d'inculper des mineurs dans le cadre de procédures pour mineurs, traitées par le tribunal aux affaires familiales, ou comme des adultes, traités par notre Cour des sessions générales, le tribunal pénal pour les crimes graves. Dans cette affaire, compte tenu des allégations de meurtre, de décès et de manipulation délibérée du crime, le parquet, en collaboration avec le shérif, a choisi d'inculper tous les accusés comme des adultes. Compte tenu de la nature des accusations et des pertes humaines tragiques, cette décision semble appropriée. Est-il fréquent de voir une personne accusée de meurtre? Nous avons évoqué la caution plus tôt,
Mais pour aborder ce sujet plus précisément, en Caroline du Sud, il est rare qu'une personne accusée de meurtre soit libérée moyennant une caution de 20 000 $. Cela me semble presque une démonstration de force sans suite. Une caution de 20 000 $ pour un meurtre est extrêmement rare. Dans la plupart des cas, la caution serait purement et simplement refusée. Si la caution est accordée, ce n'est souvent qu'après plusieurs audiences et des retards avant le procès, et elle est généralement assortie de conditions telles que la surveillance GPS, le confinement à domicile et des contrôles réguliers. Une caution de 20 000 $ est celle que l'on peut trouver dans les affaires de drogue ou de conduite sous influence, mais pas pour le meurtre. Je comprends que certains accusés ne soient pas les auteurs des coups de feu, mais qu'ils soient néanmoins accusés de meurtre. La gravité des accusations, ainsi que le risque potentiel de fuite, font qu'il semble plus approprié que la caution reflète la gravité des allégations, même pour les jeunes accusés dont les parents sont impliqués. Même pour une personne aux ressources financières modestes, une caution de 20 000 $ n'est pas un obstacle insurmontable. Avec une caution de 10%, le garant pourrait verser 7% et la famille 3%. Cela représente un total de 2 000 $, et après partage, la part de la famille pourrait s'élever à seulement 600 $, souvent payable en plusieurs versements. Globalement, c'est minime pour une accusation de meurtre. Une caution de 250 000 $ serait bien plus adaptée à la gravité de l'infraction, surtout si une caution devait être fixée. Malheureusement, dans de nombreux comtés, le phénomène dit de « capture et remise en liberté » est courant, les personnes accusées de crimes violents sont rapidement remises en liberté. Cela semble être le cas ici. Même si les accusés sont jeunes et n'ont peut-être pas appuyé sur la gâchette, l'État a choisi de les inculper de meurtre, ce qui rend cette décision unique. La réaction de la population locale sera à suivre de près à mesure que l'affaire progresse. Selon certains médias locaux, le faible montant des cautions a déjà été critiqué. Lors de sa première comparution devant le juge, Déon Rappé, l'homme accusé des coups de feu, a commencé à plaider sa cause, alors que la mise en accusation était censée être simple. Le juge l'a interrompu, lui conseillant de consulter son avocat. Rappé avait alors commencé à affirmer que d'autres personnes étaient présentes, et le juge lui a rappelé que tout ce qu'il dirait en audience publique pourrait être retenu contre lui. En Caroline du Sud, au début de la procédure, l'audience de mise en liberté sous caution n'est pas le moment de discuter des détails de l'affaire. Elle sert uniquement à déterminer si un accusé doit être libéré et, le cas échéant, sous quelles conditions. L'accusé a le droit de garder le silence, et tout ce qu'il dit peut être utilisé au procès. Même des déclarations apparemment anodines peuvent ultérieurement nuire à la défense. C'est pourquoi les juges recommandent aux accusés de laisser leurs avocats parler en leur nom. Un avocat de la défense qui voit un client s'exprimer en plein milieu de l'audience comme Rappé l'a fait ressentirait naturellement une vive inquiétude, sachant combien d'autres affaires pourraient être affectées par ces déclarations. Quant au calendrier, cette affaire pourrait s'étendre sur des années. Avec plusieurs co-accusés, le tireur sera la cible principale, mais d'autres seront accusés du même meurtre. Des preuves supplémentaires pourraient émerger. Certains accusés pourraient accepter des accords de plaidoyer en échange de leur témoignage contre le tireur. Compte tenu de leur jeune âge, les conséquences possibles sont nombreuses, allant d'une longue probation à une réduction des charges, selon le rôle de chacun. Cependant, la faible caution initiale pourrait poser problème ultérieurement. Si ces accusés bénéficient finalement d'une probation ou d'une réduction de peine après avoir été inculpés de meurtre, le public pourrait y voir une injustice, une mesure excessive au départ, suivie d'une clémence qui sape la valeur de la vie perdue. Lors de la procédure de plaidoyer, l'accusation contrôle le rythme. Même si un accusé souhaite parvenir à un accord rapide, c'est l'État qui fixe le calendrier. La défense doit attendre tous les documents de communication préalables, les examiner avec son client, puis entamer les négociations. En l'absence d'accord, l'affaire est portée devant le tribunal. Bien qu'un accusé ait le droit d'exiger un procès rapide, cette affaire impliquant déjà 9 accusés, et potentiellement davantage pourrait facilement prendre 2 ans, voire plus. Nous verrons bien comment la situation évolue. Pour l'instant, la situation reste complexe, controversée et profondément impactante pour la communauté.